Salut à tous, bienvenue sur votre rendez-vous lors du jeudi 18h avec Gathering Storm. On est reparti. Donc, dans la dernière vidéo, on a eu l'apparition de Cypher. Cypher, personnage assez emblématique. Et la page qui suit est là justement pour remettre un peu de lore sur Cypher. Donc, on nous dit que parmi les maîtres des Dark Angels, l'ennemi le plus traqué, parce que vous savez, les Dark Angels traquent les déchus, qui sont des anciens Dark Angels qui auraient trahi justement l'Imperium, les déchus, et bien le plus grand d'entre eux c'est Cypher, et Cypher est insaisissable. Alors on nous dit que malgré tous les efforts déployés par les Dark Angels et leurs chapitres successeurs, ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur Cypher. Maintes fois ils ont pensé l'avoir détruit, mais il est toujours réapparu sans qu'on sache vraiment ses motivations, parce que ce qui caractérise Cypher, et c'était le cas à une époque en termes de jeu, c'est qu'on pouvait le jouer aussi bien du côté loyaliste que chaotique, et c'est ce qu'on nous dit là, c'est que Cypher est rarement à l'origine en fait des violences qu'il engendre, mais invariablement dans son sillage la violence apparaît, et peut-être qu'il en est l'instigateur, peut-être qu'il est simplement une sorte de messager du malheur. Toujours est-il qu'on l'a retrouvé aussi bien du côté de l'Imperium à lutter contre les forces du chaos que du côté du chaos à lutter contre les forces de l'Imperium. Donc peu savent à quoi s'en tenir avec Cypher, si ce n'est personne. On dit que peut-être seul l'empereur sait ce qu'il en est de Cypher. Alors après on peut se dire peut-être que justement si l'empereur le sait, c'est qu'il sait quelle est sa mission, et comme la mission suprême de Cypher c'est la seule chose qu'on connaît, on sait simplement cette chose là, c'est que Cypher a pour projet de rejoindre le trône pour rencontrer l'empereur, et peut-être que l'empereur, lui, sait pourquoi. En tout cas, toujours est-il que le mystère reste entier. Ce qui est aussi étonnant, c'est que Cypher apparaît toujours tout seul et que on ne sait pas par quels moyens il voyage. Et là, en relisant ça, je me suis dit, mais attends, peut-être, et ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau et ça me fait très plaisir. Peut-être qu'il utilise la même technique que Lionel Johnson. Lionel Johnson, il voyage à travers la galaxie avec cette forêt mystique. Il passe à travers cette forêt mystique et en fait, jusqu'à présent, jusqu'à relire ce passage-là, moi je pensais que c'était un pouvoir de Lionel Johnson. On ne sait pas d'où il vient ce pouvoir, on ne sait pas comment ça marche, mais en tout cas, c'est lui qui le possède. Et en fait, là, cette capacité qu'a Cypher de disparaître en un instant, d'apparaître n'importe où dans la galaxie, quel que soit le segmentum, et bien peut-être que c'est exactement la même chose. Et que peut-être que ce qui guide en fait Lionel Johnson, c'est aussi la même chose qui guide Cypher, et qu'il y a justement cette chose-là qui est mise là. Et en fait, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec 10 ans de lore en plus, quand je relis ce passage-là, je peux pas m'empêcher de penser et de voir une similitude avec son frère génétique, donc Lionel Johnson, justement, parce que Cypher avait des Dark Angels, donc voilà, et qu'il a peut-être hérité d'une partie de ce pouvoir-là, ou peut-être même que ce pouvoir-là a été entretenu par Cypher et s'est transféré d'une façon quelconque à son primarque. Je ne sais pas quel est le lien entre les deux, mais ça me paraît très plausible. Même si là, bien évidemment, là, on n'avait jamais entendu parler de cette capacité de Lionel Johnson, et donc voilà. Mais là, maintenant, avec ce recul, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a vraiment une porte dans cette forêt qui s'ouvre entre Cypher et puis le lion qui emprunterait ce même chemin, ce qui serait assez cohérent, ce qui tendrait à prouver que c'est la même entité qui les guide. Donc Cypher, s'il joue le jeu de cette entité-là, en ayant ses pouvoirs, si vous me suivez bien dans le raisonnement, et le parallèle de Lionel Johnson, et ils agissent dans la même direction et que leur but est commun, même si eux-mêmes ne le savent pas. Ils vont sans doute de la même direction. Donc voilà, Cypher plutôt du côté de Lionel Johnson, mais comme il y a cette ambiguïté à un moment donné où certains disaient Lionel Johnson lui-même, on ne sait pas s'il n'a pas voulu trahir à un moment donné l'empereur, l'Imperium, mais simplement il attendait, vous savez, il y avait cette théorie qui était très présente à un moment donné, de se dire que Lionel Johnson, en fait, s'il n'avait pas rejoint le palais de l'empereur pour justement participer au combat, c'est qu'il attendait simplement de savoir quel camp allait gagner et de se rallier à ce camp-là, plutôt que de choisir un camp en intervenant dans le combat. Et il aurait peut-être pu choisir le mauvais camp. Mais bon, après, tout ça a été un petit peu balayé maintenant avec le lore de Lionel Johnson, et on sait qu'il a été toujours loyaliste, et que simplement, il n'a pas pu rejoindre, en fait, parce que quand il est retourné sur le monde d'origine, en fait, des Dark Angels, sur Caliban, et bien, en fait, il a été emporté dans le temps, etc. Et donc, il n'a pas pu, quoi qu'il arrive,
il n'a pas pu se poser même la question de savoir s'il allait intervenir ou pas. Donc, aucun doute sur la loyauté de Lionel Johnson. Si vous voulez vraiment beaucoup de lore sur Lionel Johnson, je vous ai fait toute une série avec le fils de la forêt qui est vraiment très sympa et qui moi m'a vraiment attaché en fait à ce personnage où j'avais aucun affect avec Lionel Johnson, mais là je trouve que c'est vraiment un personnage qui est assez profond et où le roman est assez intéressant. Donc je vous invite, si vous l'avez pas encore écouté, à aller regarder la playlist, hein. Vous avez un lien qui apparaît toujours comme d'habitude en haut à droite, et voilà. Et donc là on nous présente justement Cypher. Donc on nous dit que les Dark Angels traquent toutes les informations. Voilà, et que souvent, si quelqu'un a vu ne serait-ce que de loin Cypher, eh bien, il est emmené dans la forteresse d'Archangel et puis interrogé par les chapelains investigateurs et souvent, on ne le revoit pas, il ne ressort pas. Donc, voilà, il y a toujours cette auréole de mystère. Cette fois-ci, il voyage avec les Arlequins. Alors après, il y a aussi cette possibilité, si on reste sur ce qu'on connaît à l'époque, de se dire, bah tiens, là on a la confirmation absolue que Cypher est venu avec les Arlequins. Peut-être que c'est ce qui se passe d'habitude aussi, et que ce sont les Arlequins qui guident Cypher d'un monde à l'autre. Peut-être, en tout cas, hormis vraiment ce petit lien que là il y a entre les deux, on ne parle pas du tout, puis j'ai jamais trop entendu parler non plus du fait que les Arlequins aidaient Cypher, hormis justement dans Gathering Storm, dans ce passage-là. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations dessus. Mais voilà, il y a toujours cette auréole de mystère autour de Cypher. On n'en parle pas dans ce bloc de lore, mais on sait qu'il a une épée dans le dos. Cette épée, a priori, serait celle de Lionel Johnson. Je ne sais pas si ça a été vraiment confirmé, officialisé. Je pense que oui, parce que c'est ce que tout le monde pense, mais peut-être que des fois, vous savez, on a juste... certains pensent que c'est l'épée de Lionel Johnson, mais du coup, tu te dis, bon, ça reste une hypothèse. Est-ce que c'est vraiment validé et c'est l'épée de Lionel, ou est-ce que on dit c'est l'épée sans doute, mais sans doute ça veut pas dire que ça l'est. Donc voilà, bon, en tout cas, Cypher, c'est vraiment un personnage qui était, je trouve là il est un petit peu moins emblématique maintenant, mais qui était vraiment emblématique à cette époque-là, et voilà, en reparler et pouvoir vivre un petit peu son aventure, c'est vraiment très plaisant. Donc il vient de libérer Roboute Guilliman, il vient de libérer tous les autres ultramarines. Alors, Cypher, c'est un secret, c'est-à-dire que les Dark Angels n'ont jamais communiqué officiellement, enfin, évidemment, ils n'ont jamais communiqué sur le fait qu'ils cherchent Cypher. Même la plupart du temps, l'Imperium se pose toujours des questions sur les Dark Angels. Pourquoi apparaissent-ils à un endroit? Pourquoi disparaissent-ils de cet endroit-là? Mais l'existence de Cypher étant cachée, voilà, normalement, les ultramarines ne doivent pas connaître l'existence de Cypher. On va voir ce qui se dit après. Donc, quand les flammes s'éteignent, eh bien, Guilliman n'est pas encore libéré parce qu'il est toujours entravé. Les Space Marines, eux aussi, ont encore leur chaîne d'adamantium. Mais on a la Shadowseer qui commence à danser, à virevolter, à faire passer son bâton, etc. Et de cette danse s'échappe une sorte de lumière magique qui se dirige vers les prisonniers. Et à chaque fois qu'elle touche en fait les chaînes d'adamantium, hop, elle se transforme en poussière. Les Space Marines sont libérés. Alors, chance incroyable ou bêtise absolue, les Space Marines, même s'ils n'ont plus leurs armes, ont encore leur armure. Mais oui, c'est vrai, l'armure d'un Space Marine, c'est pas vraiment une arme en elle-même. Ça ne l'aide pas du tout. Donc, ils sont tous en armure. Donc, ils se relèvent, impatients d'en découdre. Donc, on nous dit que c'est une centaine de guerriers d'Ultramar et de Space Marine qui sont prêts au combat. Guilliman sent qu'au fur et à mesure, plus la lumière se rapproche de lui, plus il sent ses forces revenir. Et en fait, ces chaînes ou ces voiles de cristal qui l'empêchent d'agir commencent à se briser et finissent par éclater. Donc il se redresse enfin et il adresse un petit sourire à la Shadowseer et il reconnaît cette forme qui justement l'a guidé jusqu'ici. Maintenant, il reste que cette question vient à lui. Est-ce que c'était le plan de la Shadowseer qu'il se fasse attraper par les forces des Red Corsair, ou bien c'était un inconvénient et puis un détour mineur sur le destin qu'elle a emmené sur le chemin du destin sur lequel elle a emmené Roboute Guilliman. En tout cas, il se dit cette question peut attendre. Là, la priorité, c'est surtout de s'échapper d'ici, de récupérer notre équipement. Et la Shadowseer leur dit mais justement, votre équipement, il est juste à côté. L'épée de l'empereur, oui, elle est juste dans une chambre de stase à côté. Vos véhicules, ils sont aussi dans une chambre de stage juste à côté. Donc, ce qu'on nous décrit,
Et je crois que c'est ça qui m'avait saoulé le plus à l'époque, c'est que tout simplement, parce qu'après on se dit mais oui, mais où est l'Archimago Skull, où est Sainte Célestine, où est Greyfax? Et bien en fait ils sont tous dans des cellules de stase qui sont un peu plus loin. Donc on a Robot de Gilliman qui se redresse, qui suit l'Arlequin, qui suit aussi Cypher, qui passe devant eux, même s'il n'a pas confiance en eux, toujours est-il que, en tout cas, ils agissent en tout cas dans son sens, donc il va aller les suivre, et puis il sera toujours temps de se rebeller contre eux, et puis il se dit aussi que même désarmé, il a quand même suffisamment de force pour pouvoir se protéger ses alliés, et puis faire la fête à Cypher s'il faut. En tout cas, ils avancent, et puis voilà, une chambre de stase, pouf, on récupère les forces du Mechanicus, qui sont là avec leurs dune crawler qui sont capables de tirer et puis de vaporiser toutes les défenses qui viennent ensuite. On a ensuite Sainte Célestine qui est récupérée d'un champ de stase. On a Greyfax et puis en fait on retrouve toutes les forces. Et en fait je sais que ce passage-là, mais je dis mais à quel moment tu te permets de... Parce qu'en fait ce qu'on nous dit même c'est que y a les frères Chevalier Gris avec Voldus, avec les Dread Knight qui sont aussi tous, ils ont tous accepté leur sort et d'aller dans cette cellule. Là, on va vous mettre en stase. Bon, ok, c'est bien parce qu'au robot de Gilliman ne veut pas qu'il meure et tout. Mais il y a un moment, aucune de ces forces ne s'est rebellée et tous ont été forcés de. Enfin, vous imaginez les grands maîtres chevaliers gris et leurs Dread Knight qui sont mis dans une cellule de stase. On ferme la porte et puis voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis après, hop, ils sont libérés et puis on se retrouve avec une force colossale à l'intérieur. Et on dit même que les raids corsaires ont débarqué les véhicules, les Dreadnoughts, les chars de combat qui étaient dans les vaisseaux pour les mettre dans ces cryptes de stase. Pourquoi? Pourquoi? Mais en tout cas, voilà. Ce qui fait que on passe d'un statut où ils étaient vaincus à... Ils sont en pleine puissance, ils sont en pleine possession de leurs moyens, ils ont même des véhicules, des Dreadnoughts, des Dread Knight, je sais pas, c'est ce qu'on a dans un jeu vidéo, vous savez, quand on arrive un peu au milieu, où vous êtes devenu un peu trop fort, où il y a toujours ce passage où, oh bah tiens, on t'enlève tout ton équipement, et puis en fait, oh bah tiens, il y a une porte dans laquelle tu le retrouves parce que t'as réussi à revenir et tout, ouh, youpi, tu repars de plus belle en fait, et vraiment, moi, c'est ce passage qui m'avait le plus saoulé, donc je vous parle depuis plusieurs vidéos, c'est à quel moment tu laisses tout ça alors on peut imaginer que les raids corsaires pensaient qu'ils ne pourraient jamais s'échapper, mais enfin c'est quoi l'idée? Alors après, la seule chose qui tient un peu la route, c'est que ce soit les raids corsaires qui les aient capturés. Les raids corsaires, leur but c'est justement de récupérer du matériel, mais pourquoi Sainte Célestine la mettre en stase? Qu'est-ce que tu veux récupérer Sainte Célestine? Je sais pas. Pareil, Belisarius Cawl, etc. Que Belisarius Cawl... Là, vous voyez, en fait, il y a ce passage-là où Belisarius Cawl, il est tellement en mode faire valoir, en mode porte-clés. C'est un porte-clés au bout de l'épée de Gilliman, quoi. Vous voyez, enfin, j'imagine ça comme ça, mais il a été tellement mis en avant, c'est tellement un personnage qui avait du pouvoir, qui manigançait des choses aussi, qui avait son propre plan, qui avait toujours une façon de s'en sortir. Là, comment il est traité, je trouve ça vraiment dommage, mais c'est toujours la même chose. C'est la narration, elle a pas de sens en elle-même, si ce n'est une volonté de vendre à un moment donné un produit, vous voyez, et c'est toujours ça qui rentre en conflit avec, mais oui, mais certes, Belisarius Cawl, d'accord, mais c'est pas le moment où on veut le vendre. Là, on veut vendre du Cypher, on veut vendre du Primarch, donc évidemment que c'est eux qui sont les protagonistes principaux de l'histoire, et je trouve ça dommage, après tout ce qu'on a vécu, se dire que un tel personnage que Belisarius Cawl, il soit juste en mode ah bah il était dans le champ stase, bon bah Louvre, ah bah ok, maintenant il peut donner il peut donner pleine puissance à ses armes, c'est pareil, il a ses armes avec lui aussi, voilà, moi c'était un passage, vous l'avez compris, j'avais besoin d'évacuer un petit peu tout ça, on évacue, maintenant on continue. Comment vont-ils s'en sortir? Comment vont-ils repartir? Est-ce qu'ils vont récupérer l'honneur de Macrège? Je ne sais pas, mais on va le voir, on l'espère quand même, parce que on nous dit bien que jamais Robot de Gilliman n'aurait voulu laisser l'épée de son père dans les mains des renégats, bien évidemment. Donc voilà, quitte à sacrifier, qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour récupérer l'épée? Je sais pas. S'il y avait à choisir entre justement la centaine d'ultramarines qui sont là et l'épée de l'empereur, qu'est-ce qu'il choisirait? Je suis assez curieux, je sais pas. C'est quoi votre pronostic, vous, en commentaire? Dites-le moi. Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il mettrait la vie du chapitre
au-delà d'un artefact, ou est-ce qu'il mettrait l'artefact qui est l'épée de l'empereur au-delà de la vie des Space Marines? Alors, je suis certain que les Space Marines eux-mêmes choisiraient l'épée, en disant non, on veut pas s'il y a d'un côté l'épée de l'empereur, de l'autre côté notre vie, bien sûr qu'on va se sacrifier. Mais est-ce que c'est le choix que ferait Roboute Guilliman? Je sais pas, dites-moi. Donc c'est le capitaine Sicarius qui dit « Ce serait quand même bien d'aller récupérer nos vaisseaux ». Mais il est tout de suite coupé dans son élan par Veilwaker qui dit « Mais on ne peut pas, en fait, tout simplement parce que c'est là où il y a les combats les plus difficiles. Donc si on va au cœur de ces combats-là, notre petite force ne pourra pas justement lutter contre tous les raids corsaires, plus les forces démoniaques des démons de Zinj, plus les forces de Khorne, et c'est voué à l'échec. Donc, mais malgré tout, ils ne peuvent pas abandonner justement leur vaisseau quand même, l'Arche Gloriana, l'honneur de Macrel, je peux pas l'abandonner. Mais simplement, pour couper court, Veilwaker leur dit, mais de toute façon, vous ne pourrez rien faire parce que l'ensemble du personnel navigant a été sacrifié, ainsi que, nous dit-on, les sœurs de bataille, donc toutes les sœurs de bataille ont été sacrifiées. Et là, tu dis, mais attends, pourquoi ils ont tué toutes les sœurs de bataille et pas les Space Marines? Je vous écoute. Vous avez 2 heures. Je ne vois pas la logique. Mais en tout cas, toutes les forces aussi de l'Astra Militarum ont été sacrifiées. On a sacrifié... Alors, si la seule chose, c'est de se dire que les raids corsaires voulaient corrompre les ultramarines, comme j'ai déjà dit. Mais pourquoi pas Sainte-Célestine? Pourquoi pas Greyfax? Pourquoi pas le Mechanicum? Mechanicum, c'est un peu plus, faut encore tirer un peu plus les cheveux et se dire oui, mais peut-être qu'ils veulent le revendre au Mechanicum noir. Ouais, ok, alors faut aller chercher loin. Et à cette époque-là, le Mechanicum noir, on n'en a jamais entendu parler. Hein. Enfin, on sait que ça a existé, mais ça n'a jamais été présent dans le lore. Donc, quoi je dis peut-être une bêtise. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas. Vous me direz si je me trompe, mais parce qu'en fait, comme je mélange un peu les époques, forcément, des fois ça se mélange et je ne sais plus. Mais pour moi, à cette époque-là, on n'a pas parlé du Mechanicum noir. Je crois pas ou alors sur Cadia il y en avait, je sais plus. Franchement, je sais plus, vous m'en voudrez pas, mais je confonds un petit peu. C'est l'âge. Donc voilà, ça met fin au débat. C'est que même s'ils réussissaient à monter à bord de la passerelle de leur vaisseau, ils ne pourraient de toute façon pas les faire fonctionner parce que tout le personnel navigant qui est indispensable pour faire fonctionner le vaisseau, il suffit pas d'être en route, d'appuyer sur un bouton, est mort, sacrifié, ainsi que les sorts du bataille. Même si on aurait pu corrompre les sorts de bataille, ça aurait pu être sympa aussi. Hein. Pourquoi les raids corsaires ne pourraient pas aussi corrompre, voilà. Et l'Astra Militarum. Et en fait, l'Astra Militarum, là, du coup, ça tient moins le coup. Parce que, en fait, autant on peut dire, oui, alors, les sorts de bataille, ok, on peut pas les corrompre, ok, donc du coup, on les tue, ok. Les Space Marines, les Ultramarines, d'accord, eux, on peut les corrompre, donc du coup, on les garde, d'accord. L'Astra Militarum, ce sont des humains, de base. C'est ceux qui ont les forces des renégats. Donc, pourquoi eux, on les a tués? Oui, pourquoi on les a tués? Ça, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est pour égrener un petit peu les rangs. Donc voilà, ils sont contraints de poursuivre le plan de Veilwaker. Veilwaker, son plan, c'est tout simplement de partir par là où ils sont arrivés, d'aller au cœur de la citadelle et de passer à travers un portail warp. Et elle nous dit que ce portail mène vers la toile, un réseau de la toile qui, même s'il est protégé, voilà, permettra quand même de faire passer les forces de la croisade Terran et leurs véhicules, ainsi que des vaisseaux spatiaux, nous dit-on. Alors, est-ce qu'il faut récupérer des vaisseaux ou pas? Je ne sais pas. Mais moi, j'arrête pas de me dire, mais putain, mais ça veut dire que l'honneur de Macrel, il est resté dans le Maelstrom depuis ce temps-là. Qu'en est-il actuellement? Je sais pas. Je sais pas. Ça me turlupine et je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je sais pas si on aura les choses là ou si c'est à travers d'autres endroits. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il continue à travers les coursives. Et là, on a la description justement de la forteresse noire telle qu'elle apparaît dans Blackstone Fortress. C'est-à-dire que vous avez des murs avec une photoluminescence étrange et mystérieuse, des passerelles qui donnent dans des directions aléatoires, et en fait c'est vraiment comme ça qu'a été décrit au Blackstone Fortress dans le jeu, c'est que vous avez des choses qui dépassent la compréhension. Mais là, eh bien, le culte des Arlequins connaît le chemin à emprunter, donc connaît la forteresse, sait par où passer, et mène en fait justement les impériaux. Alors, bien entendu, l'évasion de Guilliman et des forces loyalistes n'est pas passée inaperçue, et les raids corsaires envoient énormément de forces
pour les empêcher d'arriver. Et au fur et à mesure, eh bien, l'avance de Guilliman et puis de ses forces se trouve ralentie jusqu'à être complètement stoppée. Avec l'afflux des démons de Tzeentch, des Red Corsair, eh bien, ils n'arrivent plus à avancer parce que y a des combats dans des coursives, il y a des combats sur des passerelles qui sont assez grandes, donc il y a des forces démoniaques. Et c'est le moment où après un long moment, on a sur les Auspex en fait des formes troublées, des choses qui apparaissent, et puis des dialogues dans les communications Vox qu'on ne peut pas identifier exactement, mais apparaît dans des flammes, la Légion des Damnés. Et oui, la Légion des Damnés, qui elle, pour le coup, a été complètement vaporisée du lore maintenant, mais la Légion des Damnés apparaît. Donc ce sont des Space Marines auréolés de flammes qui viennent dans les pires moments pour sauver l'Imperium. On ne sait pas comment ils apparaissent, on ne sait pas d'où ils viennent, mais en tout cas, ce sont les sauveurs. Quand il n'y a plus d'espoir, ils apparaissent et ils viennent prêter main forte. Et à eux seuls, ils retournent en fait la situation et permettent à nouveau de faire avancer Roboute Guilliman et ses forces. Donc on nous décrit après des combats sur des passerelles qui sont tellement grandes qu'elles pourraient faire passer des titans. On a des forces justement de véhicules, donc on a les blindés des ultramarines qui luttent contre les machines démoniaques des Red Corsair. Donc tout ça, c'est un grand combat. Alors il y a des combats de partout parce que même au sein de ça, donc on voit Chaos qui est là, mais Chaos, lui, eh bien, il n'a pas envie d'aller retourner voir Guilliman, parce que sans doute il n'a pas envie de subir la colère de Guilliman, donc il prend bien soin de rester assez loin, de ne jamais être proche au combat, mais par contre il envoie des incantations, il fait disparaître des tanks, il les vaporise, il les transforme en éclats de cristal, tout ce genre de choses. Malgré tout, les forces de Khorne, elles aussi, commencent à apparaître dans cette zone-là, donc on nous décrit que c'est une zone centrale immense, dont on ne voit plus les bords tellement ils se perdent dans l'obscurité, avec des passerelles dans tous les sens, et puis des portes qui apparaissent sur les côtés, qui déversent en fait des combattants. Donc on a des combattants loyalistes, des combattants renégats, des Red Corsair, des forces de démons de Tzeentch, des démons de Khorne aussi évidemment. Et les démons de Khorne, là, partout où ils apparaissent, ils attaquent sans distinction, que ce soit les démons de Tzeentch au contraire, ou les loyalistes, ou même la Légion des Damnés s'ils peuvent. Et on se retrouve avec ce combat, voilà, qui est complètement indescriptible, et voilà, où personne ne va réussir à s'en sortir. Tout le monde va sans doute s'annihiler, et Guilliman sait que leur seule chance de s'en sortir, c'est d'arriver le plus vite possible au centre, là où il y a un monolithe au centre de cette salle-là, et c'est là où justement la Shadowseer lui a désigné un endroit avec des petites particules scintillantes, et il reconnaît l'ouverture vers la toile pour se libérer. Donc ça va être l'objectif, donc ils foncent tous les uns vers les autres en essayant d'être les plus rapides à arriver à cette sortie. Alors même si Skarbrand, lui, ne fait pas de magie, il a quand même une influence sur l'ensemble de la bataille, parce que plus il est présent, plus il contamine l'ensemble des protagonistes avec sa rage, son envie de meurtre, de sang. Et c'est ce qui va se passer sur typiquement les Black Templars qui ont déjà une tendance un peu naturelle à aller au combat au corps à corps, aller à courte portée. Et bien là, ils succombent à l'appel de Skarbrand et ils se jettent sur lui. Alors, bien sûr, il n'y a pas que Skarbrand, il y a aussi d'autres démons de Khorne, donc les sanguinaires qui sont découpés par les Black Templars. Et puis, bien sûr, il reste le personnage emblématique, le champion de l'empereur, Amalric, qui se jette directement, lui, sur Skarbrand. Et donc, on a un combat où on a justement Skarbrand qui frappe violemment et qui ne vient pas tout de suite à bout. Hein, c'est pas juste, il met un revers et puis Amalric tombe et disparaît. Non, le champion de l'empereur est là, et on sent qu'il est là pour expier sa faute envers Cadia, parce que alors qu'il les défendait Cadia, et bien Cadia est tombé, donc on sent toute cette culpabilité qu'il veut noyer en fait dans le sang de Skarbrand. S'il parvient justement à vaincre Skarbrand, et bien sans doute son honneur sera restauré. D'un autre côté, on voit que les forces encore loyalistes avancent le plus possible rapidement, mais Guilliman sent bien que tous ont envie de céder à l'appel de Skarbrand et que tous ont envie de partir un peu sur les côtés. Donc lui, comme il garde encore son sang-froid, il donne un ordre à tout le monde:
paré à partir, préparez-vous à passer le portail, ne vous occupez pas de ceux qui sont sur les côtés. Donc on voit qu'il délaisse sciemment en fait les Black Templars, mais il sait qu'il n'a pas le temps, en fait, il n'a plus les forces suffisantes en termes de quantité, je pense, pour aller sauver le sénéchal, donc le champion de l'empereur maintenant, et puis là il le laisse à son sort en espérant que peut-être il réussisse à s'en sortir, et puis il guide tout le monde pour que les forces passent le portail vers la toile. Malheureusement, c'est quand même quelque chose de difficile, mais nous avons les forces. Alors on nous dit une force de 3 vindicateurs des Nova Marines, c'est dire s'il y avait vraiment beaucoup d'équipements qui étaient stockés, détruisent en fait des ponts avec leurs obus, avec leurs canons, ce qui permet de laisser des zones un peu sans défense et puis un petit peu safe, comme ça on sait qu'on va pas passer par là, et puis ils foncent tous au fur et à mesure. Devant, ceux qui ouvrent la marche, ce sont les Dread Knights des Chevaliers Gris qui bien sûr eux viennent assez facilement à bout des démons, ils sont spécialisés dedans, donc c'est leur travail. Et puis ceux qui ferment la marche, ce sont la Légion des Damnés. Malheureusement, la Légion des Damnés, même si elle ne succombe pas directement à l'appel de Khorne, à un moment on voit Skarbrand qui jaillit de la passerelle sur laquelle il était avec Amalric, et puis il n'y a plus de trace d'Amalric si ce n'est l'épée noire du champion de l'empereur qui est plantée dans son poitrail, donc dernier signe de dernier coup qu'a pu porter le sénéchal. Mais bon, il n'y a aucun doute sur ce qui est devenu de lui. Il n'avait pas de figurine lui, donc voilà. Donc il arrive, Skarbrand arrive, et puis il arrive sur l'arrière-garde, donc directement flamme contre flamme, la Légion des Damnés contre Skarbrand. Donc ce qui est assez notable, c'est qu'il n'y a pas de bruit de la Légion des Damnés. La Légion des Damnés se bat farouchement, mais sans émettre aucun cri. Donc il y a quelque chose d'assez surréaliste en fait dans cette scène, alors que Skarbrand lui bugle évidemment dans tous les sens. Malheureusement, les guerriers, même s'ils donnent ce qu'il reste de leur vie sur la Légion des Damnés, on ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts, etc. Mais en tout cas, ils donnent de leur... En fait, je suis en train de penser que c'est peut-être la dernière fois où on voit la Légion des Damnés se battre, en fait. Parce que je crois qu'après, on n'en entend plus parler. Et après, ça a été enlevé un petit peu du lore, étant donné que c'est pareil, ils ont perdu leur figurine. tout est lié, mais c'est vrai que je me demande si c'est pas le dernier combat de la Légion des Damnés auquel on assiste là, et peut-être qu'on peut imaginer que c'était un chapitre et que c'était les dernières forces des Légions des Damnés qui sont apparues là et qui se sont fait annihiler justement par la fureur de Skarbrand. Toujours est-il que plus Skarbrand se rapproche, plus Guilliman sent au fond de lui une rage, une haine qui est en train de couver, qui est en train de prendre feu, s'enflammer dans sa conscience, et il a envie lui aussi d'aller au combat. Il voit aussi que les autres Space Marines eux aussi sont un peu moins précis dans leurs actions, ont peu plutôt envie d'aller au corps à corps là où ils pourraient plus facilement tirer sur les assaillants, et donc il ordonne encore une fois à tout le monde de franchir le portail. Donc il voit passer en fait, et lui se campe, il se prépare au combat, il a l'épée de l'empereur à la main, et il couvre en fait les fuyards, c'est pas un terme très très élogieux, mais les forces de l'Imperium qui passent à travers le portail. Donc les Arlequins eux combattent gracieusement, passant d'un ennemi à l'autre sans avoir trop de pertes, on sent qu'ils dominent vraiment le débat sur qui est plus fort au corps à corps sur des troupes on va dire de base. Les Arlequins se débrouillent excellemment bien, et puis tous quasiment disparaissent à travers le portail de la toile. Les seuls qui restent, ce sont Sainte Célestine et Sicarius qui restent sur le côté, chacun en train de couvrir, on va dire, le primarque, et il lui demande aussi de venir. Mais au fur et à mesure que Skarbrand se rapproche, Guilliman entend de moins en moins ce qui se passe autour de lui. Il sent que ses cœurs s'affolent, et puis il se jette avec un cri de guerre sur Skarbrand. Et lui aussi, il a succombé un peu à l'appel de la violence, et puis il tape, il évite des coups. L'épée de l'empereur rencontre une de ses deux haches. Alors comment elle s'appelle ? Il y a massacre et carnage. Je me suis posé la question, étant donné que l'épée de l'empereur est censée purifier un peu toutes les présences démoniaques, est-ce que simplement le contact de l'épée de l'empereur
face à une arme démon, massacre ou carnage, est-ce que ça ne devrait pas l'annihiler, la faire disparaître? Je sais pas, en tout cas ce n'est pas le cas, parce que là c'est du combat un petit peu classique en fait, où les armes s'entrechoquent, et au fur et à mesure, eh bien Guilliman est porté par une rage qu'il ne soupçonnait même pas. Il ne savait même pas qu'il pouvait être aussi en rage, aussi en colère. Et il crie, il se donne au combat et il a une petite lueur de lucidité. Et il se dit que il sent que bientôt il va se jeter au corps à corps pour frapper et juste donner des coups sur Skarbrand de façon complètement irraisonnée. Et il y a une part de lui qui pense aussi à tous ses frères. En fait, il voit tous ses frères déchus, ceux qui sont passés du côté du chaos, et qui l'encouragent à se laisser aller. On peut l'imaginer, hein, ses frères qui disent mais oui, laisse-toi aller mon frère, tu verras, tu vas acquérir beaucoup plus de puissance, fais appel au pouvoir du chaos, enfin ce genre de choses. Et en fait, ça donne un petit tilt en lui qui lui permet de se concentrer sur le plan psychique et d'essayer de concentrer sa rage en un seul point jusqu'à presque l'éteindre et en tout cas la circoncire à une zone de son esprit. Et donc on nous dit qu'il érige alors c'est très imagé, mais on nous dit qu'il érige en fait une sorte de forteresse de raison autour de cette rage et ça lui permet de retrouver de la lucidité. Et en retrouvant de la lucidité, il réinspire un peu, il reprend conscience évidemment du combat qu'il est en train de mener avec Skarbrand et il voit le mouvement de Skarbrand. Dans Skarbrand, on a le sentiment qu'il sent justement que Guilliman a un peu plus conscience de ce qui se passe et lui, bien sûr, ça l'énerve un peu plus encore. Donc, il se jette violemment contre lui et c'est le moment justement où Guilliman ajuste bien en fait son tir avec le gantelet de domination et réussit à repousser Skarbrand. Alors, on dit que c'est des tirs qui auraient pu traverser un bladage de Benblade, mais que ça ne fait pas grand chose sur la peau de Skarbrand. Malgré tout, il recule et c'est le fait de reculer, ça l'enrage encore plus. Donc lui continue à se rapprocher et Guilliman recule un petit peu pour essayer de s'échapper de cette zone-là, mais il n'arrive pas à repousser le Skarbrand pour qu'il tombe de la passerelle. Alors on a vraiment l'image de Terminator 2, encore une fois, où le but c'est de faire tomber Skarbrand de la passerelle et il sait plutôt que les munitions du gantelet seront bientôt épuisées, il n'a plus beaucoup de tirs à faire et il cible, vous vous en doutez, l'épée noire du champion de l'empereur qui est resté planté là sur Skarbrand et le dernier bolt atteint l'épée qui explose dans une myriade de morceaux et incandescents et tranchants et ce qui fait littéralement exploser le torse de Skarbrand et qui finit par justement tomber de la passerelle et tomber dans les flammes tout en bas dans le vide, on ne sait pas où ça le conduit et les flammes qui étaient dans l'esprit de Guilliman diminue, il reprend conscience et il entend enfin justement ceux qui sont restés pour l'attendre avec Sainte Célestine qui l'appelle, ne succombez pas monseigneur, venez, il faut rejoindre votre père, etc. Et il reprend conscience des choses et il se met à sprinter directement, il passe par la porte vers la toile et dès qu'il est passé, les autres passent aussi, la porte est scellée et disparaît complètement et voilà, fin, ils ont réussi à s'échapper de cette forteresse noire. Alors l'honneur de Macrage, l'honneur de Macrage, il n'est pas là, ils l'ont laissé sur la forteresse noire au raid corsaire, donc je sais pas la suite. Ça c'est le mec, il s'en fout des personnages, il s'occupe que du vaisseau spatial. Mais c'est vrai, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est devenu je crois que je n'ai aucune idée en fait. Mais je crois que si on le revoit après et dans la croisade de Mythus, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Est-ce que peut-être c'est un nouveau vaisseau, je sais pas où c'est elle, mais en tout cas voilà, là ce qui est assez amusant entre guillemets, c'est que on a peut-être encore une fois, je vous dis, le dernier combat de la Légion des Damnés. Après on n'entendra plus parler, je crois pas qu'ils reviennent dans Gathering Storm, on les avait eu aussi un petit peu au début, on les a là maintenant, peut-être pour le dernier baroud d'honneur. Skarbrand, bon, qui tombe enflammé du haut d'un pont, voilà, hein, quand vous voulez faire revenir un ennemi, vous le faites tomber dans un truc noir où on voit pas ce qui se passe, voilà, donc il reviendra. Par contre à Malrich, voilà, on a perdu un des personnages, le Black Templar qui était peut-être un petit peu encombrant et qui apportait peut-être plus grand chose à l'histoire, donc c'est aussi intéressant. Guilliman aurait voulu le sauver, hein, on le sent bien, mais c'était impossible sans risquer l'échec. Alors, est-ce que Guilliman est plus fort que Skarbrand ? Là aussi, on ne sait pas, on n'est pas sûr, on n'est pas certain. Ce qui se passe, c'est que le fait que Skarbrand envoie des ondes de rage qui touchent même le Primarque,
eh bien peut-être que sur un moment de, enfin je sais pas, de faiblesse, il peut prendre le dessus sur Guilliman, je sais pas. En tout cas, c'est possible, je pense qu'il puisse vaincre Guilliman. Après, là, en l'occurrence, Guilliman a réussi à le repousser, pas le vaincre, le repousser. Est-ce qu'on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu de passerelle et que tout simplement Skarbrand, son torse aurait un petit peu explosé, je sais pas, c'est explose, donc c'est violent, mais c'est juste un petit peu, donc ça va. Et puis qu'il pourrait l'achever avec la lame de l'empereur, peut-être. Peut-être que même sans l'épée du champion des Black Templars, il aurait pu quand même le faire. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est toujours cet équilibre des forces. Et comme vous l'avez fait remarquer il y a de ça quelques temps dans des commentaires, c'est vrai que c'est dépendant en fait des moments aussi. C'est-à-dire qu'un personnage qui à un moment donné, surclasserait un autre, et bien à un autre moment, s'il est fatigué, s'il est pris par surprise, s'il est sous une influence ou quoi que ce soit, et bien ça peut être complètement différent. L'issue du combat peut être différente. C'est vrai que moi j'ai plutôt la vision, on va dire un peu mathématique des choses, où tu fais des classements, où tu dis lui il est meilleur que lui, donc il doit tout le temps gagner, alors qu'en fait, en effet, on peut raisonnablement imaginer que ce n'est pas toujours le cas, et c'est vrai que s'il est dans un mauvais jour, c'est ce qu'on voit sur du sport par exemple, ce qui se rapproche le plus de la réalité, parce que des combats entre un Primarque et un démon majeur, moi j'ai jamais vu ça en vrai, j'espère qu'on le verra pas en vrai. Donc voilà, forcément ça peut varier. Mais quand même, en fait, c'est vraiment la notion d'un Primarque. Tu le mets tellement sur un piédestal que, pour moi, il devrait pas peiner, en fait. Il devrait jamais peiner. Sauf contre un autre Primarque, peut-être. Ouais, là, ok. Et là, on a l'impression que, même contre Chaos, c'est un peu compliqué. Même contre Skarbrand, c'est un petit peu compliqué. Alors évidemment, Skarbrand, c'est un des meilleurs combattants de la galaxie, donc forcément ça met le level, hein. Mais voilà, j'aimerais bien voir un combat avec Abaddon par exemple, Abaddon versus Guilliman, voilà. Mais de toute façon ça doit exister, hein. Si vous cherchez sur internet, je suis sûr qu'il y a des tas de chaînes qui ont fait des combats comme ça, genre tu mets un personnage à gauche, à droite, et on regarde qui gagne théoriquement, si ce n'est pas arrivé en tout cas dans le lore. Voilà, fin du chapitre. La suite, ce sera dans une prochaine vidéo. Commencez à avoir l'habitude. Voilà, on a fait une bonne série. Je vous remercie d'avoir vu jusqu'ici. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, les commentaires, moi j'aime bien lire vos commentaires. Des petits pouces-up si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez juste un petit palmier. Les petits palmiers, c'est bien, je pense que pour l'algorithme, ça fait remonter en fait la vidéo. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à essayer de partager vos informations si vous en avez, typiquement sur la Légion des damnés. Est-ce qu'on voit la Légion des damnés après? Je ne sais pas. Et puis sur l'Honor of Macrage aussi, mais sans spoil peut-être, hein, je sais pas, je me rappelle plus de ce qui se passe après. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je me rappelle plus, donc je suis pressé de lire. Il reste quoi? On est page 72, je vais aller jusqu'à la page 92, il reste 20 pages, voilà, 20 pages, donc je sais pas combien ça va faire de vidéos, on pourrait raisonnablement penser peut-être 4 vidéos, peut-être, un truc comme ça, peut-être moins, peut-être plus, on verra. En tout cas, merci à vous et à bientôt. Allez, bye, salut.